Poutine était à Saint-Pétersbourg sans son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, et pour cause, il est en Corée du Nord. Vous allez voir, c'est l'autre grande information de cette journée, accueillie en grande pompe par le dictateur et allié Kim Jong-un. Ça donne toujours des images colorées et spectaculaires. Le problème, c'est que les deux hommes ont beaucoup parlé d'armement. Les indispensables de Christophe Carnino. Bonsoir Christophe. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Voilà, une visite évidemment officielle en grande pompe et au cœur de cette visite, les armes. Oui, avec cette visite de Sergueï Shoïgu accueillie par le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et le point d'orgue de cette visite, c'est l'exposition d'armes et d'équipements 2023. Passage en revue de l'arsenal le plus avancé de la Corée du Nord. Des missiles, dont des versions nucléaires, des drones militaires, des chars, des véhicules blindés, ou encore des roquettes et des obus d'artillerie, vraiment la technologie la plus avancée de Pyongyang. Alors, dans le détail, tout d'abord, les Hwasong 17 et 18, des missiles balistiques intercontinentaux, fierté de Pyongyang. Tous deux mesurent environ 25 mètres de hauteur, de 2,50 m à 3 mètres de diamètre, et ils peuvent voyager jusqu'à 15 000 km de distance. Ils peuvent donc toucher sur le papier les États-Unis. Le Hwasong 17, il est présenté comme l'arme stratégique la plus puissante du monde par Kim Jong-un. Concernant le Hwasong 18, il fonctionne, lui, avec du combustible solide, ce qui lui permet d'être déployé plus rapidement, tout en évitant de se faire détecter de manière précoce par l'ennemi. Il a été testé pour la première fois en avril dernier et la Corée du Nord vient tout juste de refaire un essai concluant selon elle, en dépit du droit international sur le sujet. Mais la grande nouveauté, Emmanuel, de cette exposition, ce sont ces drones militaires de dernière génération, des drones sans pilote. On le sait, la Russie est très friande de drones. Et ces drones nord-coréens, eh bien, ils ressemblent grandement aux modèles utilisés pour des frappes offensives ainsi que pour faire de la reconnaissance par l'US Air Force. Et enfin, Emmanuel, parmi les autres armes nord-coréennes présentées, ces missiles que l'on évoque régulièrement, les KN-23, 24 et 25, tout comme des roquettes nord-coréennes ou des artilleries, des obus d'artillerie de 152 et de 122 mm, compatibles avec les armes soviétiques, des munitions que la Russie pourrait donc s'offrir en quantité contre le transfert de technologie. Alors on imagine qu'il y a des contrats qui ont dû être signés, mais l'idée de cette visite, c'est aussi de rapprocher les deux armées. Oui, ce voyage de Sergueï Shoïgu en Corée du Nord, il constitue la toute première visite officielle d'une délégation étrangère en Corée depuis 2020. C'était au moment de la pandémie de Covid-19. Elle intervient aussi, cette visite, à un moment où l'Ukraine a lancé la deuxième phase de sa contre-offensive. Plus qu'une opération, les deux pays se qualifient donc de partenaires au cours de cette visite. Écoutez. Корейская Народно-Демократическая Республика – важный партнер России, с которым нас связывает общая граница и богатая история сотрудничества. Voilà, et les Russes ne sont pas les seuls à être invités dans cette première visite d'étrangers depuis le Covid. Absolument, il y a une troisième délégation qui vient se joindre aux festivités. C'est la délégation chinoise avec en chef de file Li Hongsong, un haut dignitaire de Pékin, membre du Politburo. Souvenez-vous, depuis plusieurs mois, différents experts évoquent la possibilité selon laquelle la Chine participe indirectement à des livraisons d'armes en provenance de Corée du Nord, en laissant passer une partie de ses munitions sur son territoire, par train notamment, pour les livrer ensuite à la Russie. Merci beaucoup Christophe, et elle est intéressante cette carte parce qu'on voit qu'il y a une longue frontière avec la Chine bien sûr, et puis il y a une petite frontière, une petite portion de frontière avec la Russie et ce fameux pont de l'amitié entre les deux. Je vous ai vu hausser les épaules en disant tout est là en parlant de la délégation chinoise. Avec la délégation chinoise, depuis le début de la livraison d'obus pour les chars russes, d'obus nord-coréens, il est évident que le rythme de production et d'alimentation ne peut qu'avoir été dopé par les Chinois. Enfin, c'est évident. La Corée du Sud ne peut pas avoir cette potentialité-là. Pardon. Et la Corée du Nord. Oui. Du Nord. Ouais. Ouais. La Corée du Nord. Donc, l'implication chinoise est évidente, hypocrite,
caché et masqué, mais c'est un élément tout à fait décisif. Et les Américains sont très renseignés à ce sujet. Et ils regardent ça de très très près. Et d'un autre côté, la Chine ne peut pas aller trop loin non plus, parce qu'elle est scrutée notamment par les Américains. Donc les Russes utilisent la Corée du Nord comme main-d'œuvre, si je puis dire, et le know-how, la technologie, vient vraisemblablement des Chinois. Ça n'est pas possible autrement. Oui, technologie chinoise développée en quelque sorte par les Nord-Coréens pour être ensuite vendue ou acheminée vers la Russie. Inquiétant évidemment pour les Ukrainiens, parce que la technologie chinoise, on en parle très souvent sur ce plateau, est redoutablement efficace, Général Trinquant. Ça permet d'abord à la Chine de dire qu'elle ne fournit pas d'armement à la Russie directement. C'est un faux nez de Pékin. Ensuite, l'armement nord-coréen, ça fait un petit moment qu'il est fourni. Les obus de 155 et de 122, qui sont nécessaires à l'artillerie russe. Je rappelle que l'artillerie russe, dans les grands moments, tirait 60 000 obus par jour. Donc, ça consomme. Ça fait quand même des gros volumes. Et donc, l'Iran, d'ailleurs, pareil, fournissait le même type d'obus. Alors, le fait qu'ils fournissent des armements de qualité supérieure, qui soient fabriqués en Corée du Nord, mais créés au départ par les Chinois, c'est quelque chose, effectivement, qui, à un moment, va poser un sacré problème entre les Chinois et les Américains en particulier. Je rappelle que depuis 4 semaines à peu près, il y a 3 délégations américaines qui sont allées à Pékin. Donc ça veut dire que les Américains veulent traiter la Chine de façon différente. Ils sont sortis, si vous voulez, de l'opposition frontale avec le problème de Taïwan. Ils ont envoyé, parlé écologie, jusqu'à envoyer M. Kissinger, qui est allé là-bas, 100 ans, qui est allé discuter avec eux. Donc les Américains veulent discuter avec la Chine. Ce qui est quand même très différent de ce qu'on pensait il y a quelques mois. Mais là, et ils n'ont pas de levier sur la Corée du Nord, pour le coup, les Américains. Non, exactement. Donc ça ne peut être que par la Chine. Et donc, est-ce que, j'allais dire, au bout d'un moment, on va dire, retirez votre masque, on vous a reconnu, c'est vous qui fournissez, il faut arrêter ça, sinon on arrête toute discussion. Je n'en sais rien. Mais c'est intéressant à observer en ce moment. L'inquiétude, c'est bien entendu que la dynastie Kim a toujours rêvé, et peut-être que Kim Jong-un est en train de réaliser ce rêve, de développer une arme nucléaire ou des armes de destruction massive qui seraient là, utilisables. On voit ce qui se passe en permanence en mer du Japon, avec le Japon, l'ennemi, bien sûr, la Corée du Sud. Oui, 2022 a été l'année des records de tirs de missiles par Pyongyang, sans condamnation possible par le Conseil de sécurité, puisque ces condamnations sont évidemment bloquées par la Russie et la Chine. Bien sûr. Et donc, depuis 2003, la Corée du Nord est sortie du traité de non-prolifération et rêve de parvenir à développer une arme nucléaire. Elle y travaille, en tout cas, et puis elle tente des démonstrations régulièrement. Et on sait, et c'est au début, on s'est un peu méfié des grandes démonstrations, des défilés qui sont organisés, et un étant en préparation, je ne sais pas si c'était pour aujourd'hui, mais en tout cas les images satellites nous montraient que pour les 70 ans de la fin de la guerre de Corée, 53. Et donc voilà, au début on regardait ces défilés avec un peu d'humour ou de doute sur ce que c'était, l'efficacité une sorte de défilé Potemkin, oui ou non. Aujourd'hui on sait que non, et qu'ils sont très efficaces. Donc si effectivement la Corée parvient, grâce à l'argent reçu contre ces armes vendues à la Russie, à accentuer son travail de recherche nucléaire et par ailleurs développe encore ses missiles, évidemment le danger est accru. Oui, un petit mot, Général Trinquant, et ensuite Denis Sakharov. Je voudrais faire un rappel historique. C'est un échec catastrophique de la stratégie américaine depuis 2002. Je rappelle qu'en 2002, le président Bush a décrété qu'il y avait un axe du mal qui était la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Et en 2003, il a tapé l'Irak, qui était certainement le moins dangereux de tout cela, puisqu'il n'avait pas d'armement de destruction massive. À l'époque, la Corée du Nord n'avait pas d'armes nucléaires. Aujourd'hui, la Corée du Nord a une arme nucléaire. Et non, elle a une arme nucléaire. Elle a, ce qu'on ne sait pas, c'est sa capacité de miniaturiser pour le mettre sur les missiles qu'elle envoie.
Elle a Mais développé la technologie, elle a la on va dire. technologie nucléaire, et donc, mais ça, on ne pourra jamais le savoir. Comment pouvez-vous savoir qu'ils ont réussi à le miniaturiser, à le mettre sur un missile, et on ne veut pas le savoir. Missile. Voilà. Et on ne veut pas le savoir, du Bien, coup. on le saura trop tard. On le saura trop tard. Denis Strelkov, en tout cas, on voit qu'elle est fondamentale, cette visite par Shoigu, par le ministre de la Défense, parce que il y a un potentiel d'armement. On en a vu d'ailleurs tout à l'heure tout le panel, très important dans ce contexte de guerre où, bien sûr, l'armement russe ne suffira pas. Effectivement, et surtout qu'il faut bien comprendre que pour l'instant, on n'a pas des pays qui livrent de manière officielle des armes à la Russie dans ce conflit. Donc la Corée du Nord pourrait en être le premier, mais attention, quand on parle de ces armes, vous avez montré des armes stratégiques les plus puissantes du monde, c'est pas de cela que la Russie a besoin, car elle a déjà ces armes stratégiques. Pour l'instant, elle l'utilise pas, mais ce qui était montré aussi, ce sont des drones, même si on ne sait pas encore s'ils sont en état de voler et d'être fonctionnels sur le terrain. La Russie utilise déjà ce que c'est des drones venus de l'Iran. Donc peut-être ce sera aussi une raison importante pour Moscou, car maintenant on est dans une guerre de drones. Mais je veux juste rappeler une autre chose, que maintenant il est 20h23 à Moscou, ce sont des JT de 20h qui ont commencé, et vous imaginez un peu l'image qui sera donnée aux Russes. Vous avez tous les dirigeants du monde africain, pas tous, mais la plupart, une partie importante qui sont à Saint-Pétersbourg. Vous avez le ministre Shoigu qui est en Corée du Nord. La Russie a presque gagné la guerre de l'information dans les yeux des Russes qui vont regarder les télévisions. C'est en tout cas une journée en termes d'affichage. C'est le sous-estimé, surtout dans ce contexte politique qui est pas favorable à Vladimir Poutine. Oui. Christian Macarian. De toute évidence, le voyage de Shoigu est important parce qu'il ne vise sûrement pas à conforter la livraison d'obus classiques 255 qui servent pour l'artillerie ou pour les blindés russes. Mais c'est pas non plus des missiles intercontinentaux dont la Russie est dotée sûrement plus que la Corée du Nord. C'est toute cette gamme intermédiaire dont les drones font largement partie qui fait défaut à l'armement russe et que les Russes ont absolument besoin de renforcer. Shoigu est un homme, c'est un Tuva à l'origine, c'est un Sibérien asiatique lui-même, donc il a la réputation dans le système russe d'être très easy-going, comme on dit en anglais, très liant avec les Coréens et tous les Asiatiques en général. Donc c'est une mission sûrement importante et je crois que Denis Strelkov a tout à fait raison. Ça va être mis en exergue et amplifié par les médias russes. Oui. Alors, Général Trinquant, on ne sait pas évidemment ce que Shoigu a obtenu très concrètement, mais il peut repartir avec quoi? On sait qu'il a amené une lettre. Une lettre écrite de la main de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il allait probablement chercher, Shoigu, au-delà de l'affichage? Denis Strelkov a bien raison de le rappeler. Je pense que, comme je le disais, il a obtenu les trafics avec les munitions existaient depuis longtemps avec la Corée du Nord, donc il a essayé d'obtenir plus. On parle des drones, des armements de ce type-là, et de voir un petit peu comment l'approvisionnement pourrait être régulé de façon plus officielle. Pour l'instant, ça a été un peu des sparadraps qu'on a mis en demandant envoyez-nous quelques milliers d'obus de 152 ou de 122 parce qu'on en a besoin tout de suite. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait dans la durée et quel type d'armement vous allez pouvoir nous fournir dans la durée? Et qu'est-ce que la Russie peut apporter? Parce que ça se joue évidemment dans les deux sens. On connaît bien l'histoire de la Corée du Nord, qui a été marquée notamment par des famines épouvantables. Est-ce que ça peut être, par exemple, des céréales, puisqu'on a beaucoup parlé des céréales et de l'Afrique tout à l'heure? Oui, la Corée du Nord a un énorme besoin alimentaire. Elle est aidée par le programme alimentaire mondial. Les leaders nord-coréens investissent énormément dans le développement d'armes et très peu pour nourrir leur population. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que ce que peut le plus apporter la Russie aujourd'hui, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est ce paravent au Conseil de sécurité. La Corée du Nord tire en mer du Japon des missiles régulièrement et la communauté internationale est totalement impuissante à prendre de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord grâce au veto russe et chinois.
Denis Stalkov. Ce qui peut recevoir la Corée du Nord, c'est le fait de revenir un peu sur le champ politique mondial. C'est ça qui est important, car effectivement, cette visite de la part des Chinois et des Russes, ça a réussi à à donner un peu plus d'autorité aux autorités nord-coréennes, comme c'était déjà le cas quand Trump a C'est ça. C'est Trump qui a mis en lumière Kim Jong-un à l'époque. Ouais. Christian Macarian. Je voudrais juste attirer l'attention sur l'extraordinaire régression stratégique et diplomatique de l'ère Poutine. Il a comme alliés fondamentaux la Biélorussie à l'ouest, Loukachenko, et la Corée du Nord, la Chine derrière, mais qui est très réservée, on l'a dit et répété, sur l'engagement russe en Ukraine. Donc qu'est-ce qu'il a d'autre ? Les pays d'Europe... les pays d'Asie centrale, Kazakhstan entre autres. Il a sauvé la mise au mois de janvier, juste avant d'attaquer l'Ukraine, du président kazakh qui avait affaire à des manifestations. Les Russes l'ont aidé à réprimer. Aujourd'hui, les Kazakhs lâchent les Russes. Les Kirghizes, les Ouzbeks, les Turkmènes, tout le monde lâche les Russes. La Russie, même dans son ancien système de sphère d'influence, ne retrouve plus ses alliés. Donc il lui reste Pyongyang et Minsk. C'est en soi un rétrécissement incroyable. L'Afrique du Sud, l'Algérie, enfin il y a quand même quelques... mais ce ne sont pas... L'Afrique du Sud... C'est pas des alliés aussi importants. Avec l'Afrique du Sud, les Russes ont fait des exercices militaires assez choquants, puisqu'ils se sont produits au mois de février, le jour même du premier anniversaire de l'attaque de l'Ukraine, mais c'était des exercices. C'est vrai que l'Organisation de coopération de Shanghai s'est élargie, on va peut-être en reparler tout à l'heure, en incorporant l'Iran, l'Inde, le Pakistan, mais tout ça est virtuel. La Russie reste scotchée à son passé et elle n'arrive pas à élargir son spectre. Un dernier petit mot avant vos cartes blanches. Je pense que la Russie, effectivement, s'est isolée et devient plus petite, dépendante en particulier de la Chine. En revanche, elle a mis un coup de pied dans la fourmilière. Et je pense que beaucoup des pays, en particulier les pays africains qui sont aujourd'hui à Saint-Pétersbourg ou d'autres pays, profitent de l'occasion pour marquer leur distance vis-à-vis du système mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale. Au Moyen-Orient, c'est frappant. L'Arabie Saoudite s'est complètement éloignée du lien qu'elle a avec les États-Unis. Oui. Donc Poutine, pour lui-même, pour la Russie, à mon avis, a un cercle beaucoup plus étroit, mais en revanche, mettant le coup de pied dans la fourmilière, il a quand même... c'est ce que j'appelle l'effet papillon, si vous voulez. L'effet papillon est important.